On est hyper heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est un moment un peu spécial. En fait, cette conférence, on l'a montée ensemble pour vous. On a peut-être deux promesses. On va voir si on tient ces promesses. Donc, on se donne rendez-vous à 20 heures. La première, j'avais dit tout de suite à Michel, OK, on vient, mais on va faire une conférence expérientielle. Donc, vous allez être acteur de cette conférence. Vous allez voir, ça va commencer dans 2 minutes. Et elle sera aussi interactive. Là, on a peut-être perdu un petit peu de temps au démarrage, mais on va s'assurer qu'il y ait un moment d'échange. On veut vous entendre et voir comment ce qu'on va vous présenter va vous faire réagir. L'idée aussi, c'est que vous soyez tous acteurs du changement, actrices du changement à la fin de cette conférence et que vous partiez avec quelque chose. Et puis la deuxième promesse, c'est cette entreprise régénérative ou cette économie régénérative. On va essayer de vous esquisser à quoi ça ressemble très concrètement. Moi, personnellement, ça fait 2 ans, 2 années sabbatiques, plus un an de plus, donc 3 ans que je suis à fond sur le sujet, avec cette intuition, cette conviction que c'est un modèle qui peut changer le monde. Les entreprises peuvent changer le monde, et l'entreprise régénérative, elle peut apporter un espoir à tous les gens qui travaillent dans les entreprises, mais aussi aux citoyens qui regardent ce que font les entreprises. On va vous proposer 3 moments. Un premier moment où je vais vous narrer une brève histoire de la CEC. Donc la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, dont je suis le fondateur. Je peux en parler pendant des heures. Je fais plein de podcasts. Et là, ça sera en 12 minutes. Donc vous allez avoir une brève histoire pour comprendre ce qu'est ce mouvement. Et je pense au départ sur la notion d'énergie. Vous allez voir en fait que c'est que de l'énergie. C'est de l'énergie du changement qu'on a fait naître comme ça dans les 2 dernières années. Ensuite, alors on a la chance d'avoir Arnaud, qui est sans doute un des dirigeants les plus emblématiques et celui qui a la feuille de route avec son entreprise Tikamoon, qui est une des plus ambitieuses sur le sujet. Donc, il va vous donner un exemple concret dans l'ameublement, ce que ça veut dire de viser le régénératif pour une entreprise. Et puis ensuite, je vous donnerai une petite perspective pour le mouvement que je représente, la CEC, mais aussi pour l'économie régénérative. Est-ce que c'est un vrai motif d'espoir ? Il y a une tribune dans Le Monde qui est sortie au mois d'août, un peu polémique sur le sujet, avec plein de signataires, Cyril Dion, Boris Cyrulnik et plein de gens du monde de la transition qui ont un petit peu remis en question ce concept en disant attention, il est mis à toutes les sauces et tout le monde parle du régénératif en ce moment et attention qu'il n'y ait pas du washing qui soit fait sur le sujet et soyons clairs sur qu'est-ce que ça doit être le périmètre de cette définition. Donc on va essayer d'esquisser ça ensemble, sachant qu'à la fin, on vous donnera la perspective pour ce mouvement. Donc on va se lancer, mais pour se lancer, le plus important, c'est qu'on soit tous ensemble. Donc je laisse la parole à Amélie. Merci. Est-ce que ça marche ? Oui, super. Merci Eric. Pour moi, une des clés du succès de la CEC, Convention des entreprises pour le climat, et Eric va vous raconter cette magnifique histoire d'embarquement, une des clés du succès, c'est l'approche tête-corps-cœur de ce parcours, qui est assez unique, et c'est ça qui fait la transformation et la magie de ce qui est opéré. Vous allez voir. Et donc, une conférence expérientielle, on a voulu vous faire participer, vous faire goûter un petit peu ce que c'est que cette approche tête-corps-cœur que les dirigeants vivent à la CEC. Et pourquoi aussi ? Parce que pour être pleinement présent à ce que vous allez entendre aux propos, on a besoin d'abord de lâcher les tensions, de lâcher peut-être notre mental, lâcher les contrariétés qu'on a eues aujourd'hui, qu'on a en ce moment, afin d'oxygéner notre cerveau et d'être vraiment là pour les propos qui vont vous être proposés. Et donc, un bon moyen pour ça, c'est de passer par le corps. Je prends ma casquette de sophrologue et je vais vous proposer de jouer. On va faire 3 mouvements par le corps pour lâcher les tensions, oxygéner le cerveau et oxygéner toutes nos cellules et tous nos organes. Maintenant que vous êtes bien assis, bien installés, je vous propose de vous lever. Pour ceux pour qui c'est OK, si vous avez des... Je ne sais pas si on m'entend bien, si vous avez des limitations physiques, faites que ce qui est bon pour vous, c'est vous qui savez. OK ? 3 mouvements très simples.
3 mouvements très simples. On va commencer les pieds à la largeur du bassin. On se tient droit. Les genoux sont légèrement déverrouillés. La tête est dans le prolongement du corps, de la colonne vertébrale. Les épaules sont basses. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Et expirer. Et ainsi, on est pleinement présent ici et maintenant à son corps. Et je vous propose pour commencer le premier mouvement, qui va être un mouvement où on lâche les tensions. On va éjecter toutes les tensions à l'extérieur de soi. On ne va pas les jeter sur son voisin ou sa voisine, au sol. Et le principe, je vous le montre une première fois, puis ensuite on va le faire tous ensemble. On va inspirer par le nez. En inspirant par le nez, on va contracter tout le haut du corps. On va contracter la tête, les épaules, les bras jusqu'aux mains. On va tout contracter et on va retenir la respiration quelques instants en faisant un pompage des épaules, en posant l'intention qu'on active toutes ces tensions-là et qu'on va ensuite, en expirant, on va les éjecter en dehors du corps. Et vous allez voir le bienfait que fait ce mouvement-là, à la fois sur l'esprit et sur le corps. Est-ce que c'est bon pour vous ? Alors, on prend une profonde inspiration par le nez. On retient la respiration, on pompe énergiquement toutes ces tensions-là, ces contrariétés, ces émotions. Et quand on n'en peut plus, on éjecte en soufflant. Et on prend quelques instants pour apprécier d'avoir éjecté les tensions à l'extérieur de soi. Ok. Et il y a des bâillements, ça veut dire que le corps se relâche. Je vous propose un deuxième mouvement. Ce deuxième mouvement, c'est un mouvement d'étirement, parce qu'au fur et à mesure de la journée, on a tendance à se rapetisser. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin de la journée, on est plus petit que quand on se lève. Alors pour cela, on va s'étirer. Donc le même principe, ça va être inspiration, on retient la respiration quelques instants et ensuite expiration. Et on va le faire sur un mouvement où on reste dans la posture dans laquelle on est. Et on va inspirer en levant les bras au-dessus de la tête. Et on va garder la respiration et s'étirer un maximum, comme si on voulait toucher le ciel. Et donc on va le faire tous ensemble avec l'inspiration. Vous êtes prêts ? Je vous le montrerai. On va prendre une profonde inspiration par le nez. On lève les bras, on retient la respiration et on s'étire au maximum. On ouvre la cage thoracique, les épaules, comme si on voulait toucher le ciel. Les pieds sont ancrés dans le sol. On s'étire, on sent tous ces organes et quand on n'en peut plus, on relâche en soufflant. Et on regarde commencer dans son corps, là. Commencer dans les épaules, dans la cage thoracique. Comment on se sent après avoir fait ce mouvement ? Et je vous propose un troisième mouvement qui s'appelle le chameau. Vous allez faire le chameau. D'ailleurs, ce sont des mouvements que vous pouvez faire au bureau, au travail ou montrer à vos enfants. Le chameau, c'est un mouvement d'ouverture du cœur, ouverture de la cage thoracique. C'est un mouvement qui est précieux parce qu'il va il va favoriser la circulation sanguine dans tous nos organes. Il booste le cœur, cet organe si précieux, et il va oxygéner ainsi toutes nos cellules et notamment le cerveau. Le principe du chameau, je vous montre. Même chose, on inspire par le nez. En inspirant, je vais me pencher vers l'arrière doucement, pas à fond, hein, un mouvement léger, avec la tête qui accompagne, et les poings vont être sur les reins, en bas du dos, sur les lombaires. Voilà. Et je retiens la respiration quand je suis ici. Et ensuite, une fois que j'ai bien étiré, ouvert la cage thoracique, je vais pouvoir revenir en soufflant. Voilà le mouvement. C'est OK pour vous ? On fait le chameau ? Ouverture du cœur. Alors je prends une profonde inspiration par le nez. Je retiens la respiration, les mains sur les reins, j'accompagne de la tête, je retiens la respiration et je sens l'étirement de la cage thoracique qui vient oxygéner les poumons,
les coudes veulent se toucher. Et quand j'en peux plus, je pourrais revenir en soufflant. Et ça permet d'ouvrir vraiment les poumons, de mieux respirer. Des mouvements très simples que vous pouvez refaire au quotidien. Et maintenant qu'on a fait cette ouverture du cœur, je vous propose de rester dans cette qualité de présence à vous-même et puis de regarder autour de vous vos voisins, vos voisines, à gauche, à droite, dans les yeux, et de connecter aux personnes qui sont ici présentes, parce qu'on va passer 1 heure et demie ensemble, tous ensemble les uns à côté des autres. Regardez derrière vous, devant vous. Voilà, regardez toutes ces personnes qui ont choisi d'être ici ce soir pour ce thème sur le régénératif. Merci. Merci d'avoir joué le jeu. On va être dans une énergie positive, d'enthousiasme sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on doit faire. On va quand même commencer par un préambule sur, ça va être très rapide, on ne va pas vous faire une grande conférence sur le constat, sur l'évolution du système Terre, les limites planétaires. Ce n'est pas l'objet de la conférence, on n'est pas des scientifiques. En revanche, on va quand même faire un petit préambule pour essayer de se mettre un peu tous ensemble. Je vais commencer par une première question pour vous. Par rapport à la situation actuelle au niveau du climat et au niveau de ce que vous observez sur la nature, sur la biodiversité, ce qu'on voit autour de nous, votre niveau d'urgence peut-être sur l'ambition et comment on se doit se prendre en main. Vous pouvez faire un geste avec le bras quand je vais vous le demander. Ici, c'est niveau, c'est OK. En fait, on est pas mal. Ici, ce serait dire un niveau, en fait, on fait déjà trop de choses, on en parle trop de tous ces sujets-là et c'est too much. Et puis là, ce serait un niveau, il y a urgence et on sent qu'il faut faire une grande accélération, autrement on risque d'avoir un gros problème. Donc voilà, l'intensité du niveau d'urgence que vous ressentez, et c'est OK, répondez vraiment en votre âme et conscience. Donc là, il n'y a pas de problème, ici on est bien, et là, il doit quand même se passer quelque chose. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. OK, merci beaucoup. On est en fait en situation de crise et finalement le constat est de plus en plus partagé du système Terre. Et en fait, si vous voyez ça, c'est l'évolution sur notre position sur les limites planétaires. Ce qui est hyper important, c'est que voilà, nous, on s'appelle Convention des entreprises pour le climat. Donc, on a centré sur le climat. Il y avait une convention citoyenne pour le climat. Le sujet du climat est celui qui rassemble aujourd'hui l'humanité. On sait que la COP à Paris avait aussi rassemblé tous les gouvernements. Mais en fait, on est en train d'exploser en fait, quasiment toutes les limites planétaires. Là, c'est 6 sur 9 actuellement. Et ce même schéma, il y a 10 ans, il y en avait 2 qui étaient dépassés. Et puis il y a 5 ans, il y en avait 4. Et puis maintenant, il y en a 6. Et il y en a, comme sur la partie de la biosphère, les cycles géochimiques. L'eau douce, c'est un sujet dont on parle de plus en plus sur l'eau. On va être en stress hydrique dans de plus en plus de zones de la planète. Donc on est dans une situation où on dépasse de plus en plus de limites et on les dépasse de plus en plus fort. Et en fait, alors, est-ce qu'il y en a ici qui ont participé à la fresque du climat, qui ont pu avoir à peu près peut-être la moitié de la salle? On a démarré la CEC par une grande fresque du climat à 150. En fait, on s'aperçoit qu'il y a un effet systémique des crises et malheureusement, il y a des effets d'emballement d'une crise à l'autre. Ce qui est hyper important, c'est de se dire que la crise climatique, elle retranscrit aussi une crise du système Terre sur les limites planétaires, mais qui engendre aussi une crise sociale. Et le tissu humain n'est pas indifférent à ce qui se passe autour de nous. Et on a une crise énergie et matière qu'on ne ressent pas encore pleinement, puisque dans notre pays, on a les moyens de s'approvisionner encore en énergie et en matière, mais on sent bien qu'il y a des pénuries, des hausses de prix qui vont venir très fortement impacter en fait l'ensemble du système. Et là, simplement pour se dire, très humblement, mais on est quand même dans une zone hyper favorisée, hein,
Et là, c'est ici la représentation du nombre de planètes consommées en fonction du pays où on habite. Et c'est vrai qu'on a de leçons à donner à personne en France. Hein. On est à 2,9 planètes, donc on surconsomme en fait 3 fois ce que la planète pourrait nous donner en renouvelable. Alors, moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis. C'est plus de 5 planètes. Alors, c'est vrai que là-bas, il y a nos limites. Mais aujourd'hui, dans l'emballement qu'il y a un effet de la Chine qui était pas du tout à ces niveaux-là il y a 25 ans et qui a augmenté ses niveaux de consommation, de déplacement, sur la nourriture, qui fait qu'ils sont aussi maintenant, évidemment, plus d'1 milliard d'habitants à des niveaux qui font aussi exploser les limites planétaires. Donc nous sommes en surconsommation de ce que la planète peut nous offrir. Et on est tous responsables de ça, on est en co-responsabilité par rapport à ça, et personne n'a de leçons à donner à personne. Ok, maintenant qu'on a un peu replacé le contexte, je vous fais cette brève histoire de la CEC, donc je vous promets de la concision. Moi, en fait, ma prise de conscience, elle est venue en 2020. Alors, ça a été une année un peu spéciale pour beaucoup de monde. J'habitais aux États-Unis, je travaillais dans un grand groupe, Michelin. Ça faisait plus de 20 ans que je travaillais là. J'ai fait plein de choses dans plein de pays. Je m'occupais du marketing d'une business unit de Michelin. Et c'est vrai que j'ai eu un moment, un déclencheur, vraiment une prise de conscience, ça m'est tombé dessus, qui était, je suis dans Michelin, on fait plein de choses sur l'écologie, sur le climat, on est une belle entreprise. Mais quand je lis tout ce qui se passe en dehors, quand je vois l'accélération de la crise, en fait, je me suis dit, mais on a des années-lumière de faire suffisamment par rapport aux enjeux. Et donc, sur le même moment, ça m'a percuté. Et je me suis dit, mais les entreprises, c'est elles qui ont les cartes en main. C'est elles qui investissent, c'est elles qui innovent, qui proposent des produits, des services, qui influencent les consommateurs. Et en fait, on le sait, au niveau géopolitique, énormément de pouvoir en fait, réside dans les mains des dirigeants des entreprises. Donc, voilà, 2 semaines plus tard, après cette prise de conscience, j'ai entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat, à l'époque, sous l'égide du président de la République, avec 150 citoyens qui réfléchissaient pour proposer des mesures différentes, très différentes sur ce sujet-là. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de raison, on devrait mettre aussi 150 dirigeants d'entreprise dans une même salle, travailler ensemble pour proposer un dépassement de ce qui est habituellement proposé par les entreprises. Donc, effectivement, j'ai pris un sabbatique, 1 an qui s'est transformé en 2 ans. C'était le pire sabbatique qu'on puisse imaginer. Je ne me suis pas du tout reposé parce qu'effectivement, on a lancé une association et on a été au final 150 bénévoles à lancer cet événement venu un peu de nulle part. On nous appelle souvent un ovni dans le monde de la transition. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a convaincu des entreprises, des dirigeants d'entreprises à venir participer. Donc ici, on appelle la slide des logos. Vous voyez tous les logos des entreprises qui ont participé, alimentation, transport, logement, donc des entreprises de toute la France. Ici, vous avez les logos les plus connus à l'époque. En fait, on avait dans ce premier parcours 300 participants. C'est des binômes par entreprise. Un dirigeant qui choisit une personne dans son entreprise, on en parlera, et puis qui représente 250 000 collaborateurs et 50 milliards de chiffre d'affaires. Donc voilà, toute la France, toutes les tailles d'entreprise, tous les secteurs étaient représentés. Mais plus important que les logos, c'est les visages, en fait. Avant tout, la CEC, c'est une aventure humaine, un peu comme ce qu'on vit aujourd'hui. Quelque part, c'est ce qu'on a vécu avec ici, là, tous les participants, les dirigeants de la CEC. C'est une photo en septembre 2021, donc on vient de fêter les 2 ans. Et c'était une aventure collective. Là, on est un samedi matin, dans le sud de Paris, avec des dirigeants qui ont donné leur temps, alors que le temps, c'est ce qu'ils ont de plus précieux, pour participer et faire un acte de foi dans cette aventure. Et puis, l'objectif, c'était de toucher les modèles d'affaires. Et finalement, si vous avez une chose à retenir, c'est qu'à la CEC, on ne se contente pas de regarder, en fait, diminuer les impacts ou essayer de faire mieux certaines choses. On envisage de réinventer vraiment ce qu'on propose ou de renoncer à faire des choses. Et on touche vraiment le cœur des modèles d'affaires. C'est hyper difficile, c'est hyper exigeant, mais ça passera par là. Alors ici, un exemple de feuille de route. Alors, je ne vais pas m'attarder parce que Arnaud va présenter la sienne en détail. Mais donc voilà, là vous avez Babylou, vous avez Sachi, une boîte de com. En fait, on a eu 150 feuilles de route. On a demandé aux 150 dirigeants
de produire une feuille de route de transformation de leur entreprise. On s'est dit, en avoir 150 d'un coup, peut-être que ça peut provoquer un sursaut, ça peut réussir à nous orienter vers la bascule. Donc en fait, on a travaillé à mettre en forme toutes ces feuilles de route, tout ce qu'on avait compris dans le parcours, dans ce qui avait été vécu par les dirigeants, dans un rapport qu'on appelait une grande bascule vers l'économie régénérative. Et dans ce rapport, on a essayé de présenter en fait quels sont les fondamentaux, la différence entre une entreprise régénérative et les modèles qu'on a ici, qui sont proposés, et ça c'est au niveau mondial, de ce qu'on appelle le business as usual, donc l'entreprise qui continue sur sa trajectoire. On a beaucoup d'entreprises qui sont passées au mode responsable, donc on va réfléchir à sa responsabilité sociétale. Des entreprises qui sont allées plus loin et qui sont allées dans le schéma contributif. Comment je contribue au tissu social, comment je contribue à la société et ce que j'apporte comme entreprise dans l'économie. Et le sursaut, c'est d'envisager le régénératif. Et donc le régénératif, en un mot, ça va se donner l'ambition de régénérer en fait les ressources, de régénérer les écosystèmes, la nature qu'on a autour de nous, pour laisser une planète en meilleur état que celle dont on a hérité. Donc c'est un niveau d'ambition qui est hyper élevé. Et on a une méthodologie pour que chaque entreprise se pose la question de à quoi ressemble de venir dans cette belle zone verte ici, de commencer à régénérer. Alors, on a compilé donc, toutes ces feuilles de route, on a fait ce rapport et c'était il y a un peu moins d'un an. On a remis au ministre de la Transition écologique ce rapport. Vous voyez ici ce moment qui était fondateur parce qu'on voulait aussi montrer que c'était une ambition qui était acceptable, qui était souhaitable pour notre économie. Et ça a été un moment, cette remise du rapport, un moment fondateur où on nous a demandé, lors de cette remise, ce ministre-là, mais aussi le ministre de l'économie et des finances, on nous a demandé d'aller plus loin et d'essaimer ce qui s'était passé pour les 150 premières, de l'essaimer au-delà et finalement aussi d'aller dans une dimension de territoire. Donc on s'est dit, première chose, c'était l'été l'année dernière, on s'est dit, bon, finalement, c'est quoi notre méthodologie? C'est quoi finalement la quintessence de ce qu'on propose qui est différent et qui a provoqué un sursaut? On a, très concrètement, on est sur un programme pour dirigeants qui est étalé sur 10 mois et on a en fait des sessions, 6 sessions, en gros de 2 jours, où on les regroupe comme ça avec des conférences, des moments de travail. Et c'est aussi ce temps long, puisqu'il faut aller en profondeur, qui fait vraiment la différence. Le deuxième point, vous l'avez un petit peu vécu, vous avez un petit aperçu, c'est la pédagogie tête, cœur, corps. Donc se dire que ce n'est pas seulement dans le cerveau que ça se passe, c'est aussi dans tout l'être humain. Et puis, on croit beaucoup dans l'intelligence collective. Donc finalement, on disait à nos participants, vous êtes d'abord vous-même, mais vous êtes aussi un binôme. Dans votre entreprise, vous venez à 2, en fait, vous dirigeant avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Et puis, on vous fait travailler aussi dans des petits groupes. On appelle ces petits groupes des camps de base. Et ils sont une quinzaine à travailler ensemble, à s'écouter et à essayer de modéliser en fait, leur transition. Et puis, ça, c'est le grand groupe, ce moment collectif en fait, où on essaye de se donner de l'énergie tous ensemble. Donc voilà. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle les livrables. C'est finalement, on fait tout ça, on a ces conférences, on est content de se retrouver, mais à la fin, il faut livrer quelque chose. Et ce livrable, c'est des engagements, un engagement individuel de sursaut, des projets coopératifs entre les entreprises et des feuilles de route. Et ces feuilles de route, tous les participants s'engagent à les publier pour donner un exemple, une inspiration pour d'autres entreprises de leur secteur. Ce qui se fait rarement. Quand on travaille en entreprise, la stratégie, souvent, c'est très caché. Et là, on se dit, à ce stade, si on a des bonnes idées, il faut les partager aussi avec les autres. C'est aussi un des principes de l'économie régénérative. Alors, ce qu'on a ensuite fait à partir de cette méthodologie, on s'est dit, maintenant, répliquons. Et la chance qu'on a, c'est que nos participants du premier parcours
ont vécu quelque chose de tellement fort qu'ils ont eu envie de transmettre et d'être ambassadeurs pour d'autres dirigeants d'entreprise dans leur territoire. Donc on a en fait en ce moment même des parcours qui sont en cours en Provence, dans l'Ouest, bassin lyonnais, dans les Alpes et en Bourgogne. Et on a 3 nouveaux parcours qui vont se lancer dans les 2 mois qui viennent. Massif central, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Vous ne voyez pas encore les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, ça va être en début d'année prochaine. Et Arnaud pourra aussi nous faire un clin d'œil. Et puis, donc ça, c'est la démultiplication sur les territoires. Et puis, on s'est dit, pour vraiment changer l'économie française, il faut attaquer des secteurs à fort impact, là où il y a des décisionnaires qui influencent toute l'économie. Donc, on a lancé un parcours pour les entreprises de conseil, qui sont des grandes influenceuses pour les grands groupes. Donc, il y a 85 participants. Amélie est une des coachs dans cette CEC. Et puis là, à partir du mois prochain, on fait une CEC avec les banques, les fonds d'investissement, puisque le monde de la finance, on sait qu'on en aura besoin. Et donc là, on aura 150 participants, des dirigeants du monde financier, à qui on va demander aussi d'irriguer toute l'économie sur les territoires. Donc voilà, en fait, la grande question que moi, je me posais il y a 1 an, puisqu'on avait réussi un premier parcours assez exceptionnel, c'est est-ce qu'on peut répliquer en fait et retrouver cette alchimie humaine qu'on avait eue la première fois. Et puis bon, voilà, là c'est à Rennes, là c'était dans le sud de Paris. Voilà, quelques exemples. On a des photos comme ça un peu de tous les parcours où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et une envie d'aller plus loin, d'aller plus vite. Quelques verbatim, puisque finalement, parfois, je ne suis pas le plus objectif pour parler de la CEC, donc je vous donne 3 points de vue de verbatim de gens qui sont extérieurs. Nadia, qui est la directrice générale des grands comptes à l'ADEME, l'Agence de la transition de l'État. Ça fait 20 ans que je suis les sujets de transition. Des initiatives, j'en ai vu des dizaines. La CEC sort vraiment du lot. Bon, ça, c'est ce qu'elle a dit, c'était dans le monde. Donc, on ne lui a pas soufflé, hein, c'est elle qui a sorti ça spontanément. Christophe, qui est directeur général de Renault Trucks, qui a dit il y aura un avant et un après la CEC pour le monde économique. Et puis finalement aussi, celle que je préfère, parce que c'est Léa Falco, qui est une figure en fait d'un mouvement d'étudiants qui s'appelle Pour un réveil écologique, qui est venu intervenir un peu secouer nos dirigeants. C'est un projet intergénérationnel et qui nous a dit avec la CEC, vous avez ouvert un nouvel imaginaire pour les entreprises, pour les dirigeants d'entreprise. Et donc ça, c'est un appel de la part de cette génération-là, vraiment à ce qu'on se prenne en main. Alors voilà, donc là, je vous ai présenté un peu l'ambition et puis la nature, la culture de ce qu'on fait à la CEC. Finalement, les meilleures personnes pour en parler, c'est ceux qui ont participé et qui sont en responsabilité dirigeants d'entreprise. Donc, je vous demande d'applaudir Arnaud de Tikamoon. Merci Eric. Et merci à toi d'avoir lancé cette CEC. Finalement, tes 2 années ont été très fertiles. Bonjour à tous, moi je suis Arnaud Van Poprinck, je suis le dirigeant de Tikamoon et donc je suis là en tant que représentant de 250 personnes qui constituent l'entreprise et avec qui je travaille tous les jours. Et je suis là non pas pour donner des leçons, mais pour vous raconter un témoignage de ce qu'on peut cheminer quand on a fait la CEC. Notre métier, c'est quoi? C'est de concevoir et distribuer du mobilier en bois massif, monté, il arrive tout prêt, et durable. C'est ça notre métier, et c'est ce qu'on fait depuis 13 ans chez Tikamoon. Alors, quand on a envie d'être une entreprise régénérative ou quand on se sent proche du climat et de la planète, ben moi j'ai une chance assez incroyable, c'est que ma matière première, c'est une matière primaire. C'est une matière cadeau de la nature, ready-made, contact direct avec le vivant, manipulée par Sapiens depuis 100 000 ans. Donc voilà, c'est plutôt bien parti et je sais que j'ai cette chance-là. Ça facilite un peu les choses. Cette matière primaire, en fait, elle s'inscrit dans un cycle. Nous, on n'est pas du tout dans le fast fashion, on est dans le slow furniture. Et donc la matière, elle est
low impact parce qu'il n'y a pas de consommation d'énergie pour la produire. D'ailleurs, elle est négative en carbone sous un certain nombre de référentiels. La méthode de construction, elle est semi-artisanale. En tout cas, les meubles sont finis à la main, construits à la main, donc on n'est pas dans une logique industrielle. Et le dernier point, c'est la longévité du produit avec un style intemporel et une robustesse. C'est ce qu'on va développer un peu après. Donc nous voilà bien partis, assez contents de ce que l'on fait depuis 13 ans pour distribuer du meuble sain qui dure longtemps. Sauf que en 2018, on s'est trouvé face à un tsunami de greenwashing. C'est-à-dire, on s'est retrouvé en face de gens qui vont afficher tout à coup, peindre leur site en vert, mettre des belles vidéos du président dans la nature, ou alors communiquer une collection capsule faite avec du papier mâché écologique. Donc c'est fabuleux ça, hein. C'est 1% de leur vente et la moitié de la homepage. Ou afficher FSC alors qu'il n'y a que les pieds, meuble chêne alors que c'est couleur chêne ou plaqué chêne. Enfin franchement, on trouvait ça complètement incorrect. Et pour le coup, nous qui étions habitués à faire beaucoup mais parler peu, eh ben, on a dû sortir de notre réserve provinciale et faire notre green coming out. On a dû parler et à notre façon. On a voulu le faire à notre façon. C'est le plan Tika Green qu'on a lancé et qui était des preuves plus que des beaux discours. Donc on prenait le contre-pied des affirmations non prouvées. Et donc nous avons décidé de chiffrer, de publier et d'afficher des engagements avec un bilan carbone certifié par Carbone 4 et publié, des analyses de cycle de vie certifiées par l'ADEME et FCBA et publiées. Honnêtement, très très peu de gens font ça, et notamment parmi les ETI et les PME. On s'est associé avec Freight 21 pour baisser l'impact des transports. Et puis, on a adhéré à FSC, vous savez, le programme qui permet d'assurer la traçabilité des bois, la durabilité, l'écologie, le social et la biodiversité. Et puis on s'est associé avec WWF, on est éclaireur de la communauté du coq vert. On a mis en place en pédagogie pour nos clients l'éconote, qui est une notation écologique qui permet aux clients de s'orienter dans les collections sur la base de 7 éco-critères. Bref, c'est quand même une copie de premier de classe, ça, hein. Et donc on arrive à la CEC et ben on s'est pris une sacrée claque. Parce qu'en fait, la CEC, avec la vision régénérative, elle vous met la tête à l'envers. Elle vous reconnecte au vivant et elle interroge vos dépendances à tout cet écosystème sur lequel nous sommes tous assis. Et donc, nous avons eu un diagnostic de la part du professeur Duverger. Hein. On souffrait d'une double myopie. La première myopie, c'est qu'on était complètement scotché au présent du meuble, à ce meuble qu'on aime tant avec nos ébénistes, avec nos ingénieurs qualité, faire le meuble le plus beau possible. En revanche, ce qu'il devenait, en fait, ça nous échappait totalement. Si le client jetait ce meuble qui dure 100 ans au bout de 10 ans, on ne s'en occupait pas. Et la deuxième myopie, c'était un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'à force de se focaliser sur un bois sain et bien tracé, on en avait oublié tout l'écosystème, tout ce qui est les forestiers, l'équilibre de la forêt, la biodiversité et toutes ces synergies. Donc en fait, on avait vraiment besoin de se lancer dans autre chose. C'est l'autre. L'une des grandes étapes de la CEC, et c'était à Lille il y a 2 ans, avec Benjamin, mon directeur produit et RSE, on était devant une feuille blanche sur question générative. Et la question générative à la CEC, c'est quelle est ton ambition par rapport à tous les liens de dépendance que tu as. Et nous, on a écrit un rêve avec Benjamin, c'était minimiser la production et la vente de mobilier dans les 100 ans qui viennent. Donc en fait, on se disait, plus on distribue de mobilier qui dure longtemps, plus on évite de l'achat de mobilier pour le futur. C'était ça une ambition, un peu une fantaisie en fait, hein. Sauf que ce n'était pas vraiment une fantaisie. Et que cette question un peu décalée, finalement, nous a permis d'écrire notre projet
et de nous lancer dans un imaginaire tout autre, en fait, avec cette idée du meuble pour 100 ans. Donc on a dessiné notre ambition et notre slogan. Le slogan, c'est « Acheter moins souvent ». Nous, on n'est pas là pour vendre 4 buffets à un seul client. On est là pour vendre un buffet qui va faire 4 générations, 4 utilisateurs, qui va passer de main en main. Nous sommes des futures armoires normandes, en fait, ou des futurs meubles de grand-mère. Donc c'est ça cette idée, que ça passe de main en main. Et notre ambition vers on n'est pas un modèle régénératif, hein, c'est un peu un Graal très difficile à atteindre, mais en tout cas c'est le chemin qui est intéressant, vers un modèle régénératif lorsque le meuble dure plus longtemps que le temps de renouvellement de l'arbre. Nous, notre métier, c'est de couper un arbre mature qui a cessé de capter du carbone et de le remplacer par un petit arbre qui va se gonfler de carbone. Sauf que j'estime ne pas avoir fait bien mon travail si le meuble disparaît avant que le petit arbre soit prêt. Donc on s'est fixé des objectifs. Teck, 40 ans. Frêne, 60 ans. Acacia, 80 ans. Chêne, 100 ans. Donc nos meubles doivent durer aussi longtemps que ça. Il y a un autre élément aussi, c'est que si un meuble dure 100 ans, il est considéré comme un puits de carbone, comme du bois d'œuvre, comme du bois de charpente. Et ça nous fait un peu rêver. Donc c'est ça ce qui a nourri l'imaginaire. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment allait-on faire ? On a déjà des prédispositions naturelles parce qu'on travaille avec du produit de la nature qu'on construit avec les mains et qui dure longtemps. Mais on avait d'autres prédispositions pour aller vers ce modèle régénératif. Un, on était rentable, on a toujours été rentable, donc on a les moyens d'investir dans la qualité. 2, on a la main de l'actionnariat. 3, on est une petite entreprise flexible. Bon, sympa. 4, on maîtrise toute la chaîne. 2, la production jusque la distribution. Donc en théorie, ouais, on est déjà bien avancé, quoi. Sauf que pas du tout. Sauf que c'est compliqué. Et il y a des choses qu'on a réussies, il y a des choses qui sont encore en cours, et il y a des choses qu'on n'a pas encore abordées, en fait, sur lesquelles on est en retard. Qu'est-ce qu'on a réussi ? Nous avons réussi, et on a visité avec Eric et Amélie cet après-midi, la boutique circulaire et l'atelier circulaire à l'Homme, que peut-être certains connaissent. C'est le lieu de la circularité chez Tikamoon. Aujourd'hui, on expédie 300 000 meubles par an et on en reçoit en retour à peu près 10 000. Et sur ces 10 000 de retour, 0 déchet bois. C'est-à-dire qu'on a mis en place un circuit qui veut que soit les meubles sont remis en stock, s'ils sont en bon état, soit ils sont réparés dans l'atelier circulaire et revendus sur place, localement, ou soit ils sont démontés, c'est les vertus du bois massif, c'est-à-dire que c'est démontable à volonté, on peut poncer, couper, coller. Ils sont démontés en planche, on offre le planche à une entreprise d'insertion qui reconstruit des meubles, qui les revend, et ça nourrit 30 contrats d'insertion dans l'Aisne. Donc aujourd'hui, 0 déchet bois, et ben ça on a réussi. Qu'est-ce qu'on a réussi aussi ? On a réussi l'éco-conception grâce à Benjamin qui a mis en place la conception assistée par ordinateur avec nos ébénistes et nos techniciens du bois. Et donc tous nos meubles sont conçus pour minimiser l'impact sur les ressources et en même temps durer 100 ans. Alors le durer 100 ans, il nous a obligés à renoncer en fait. Il y a toute une portion basse de nos collections qui n'allait pas durer 100 ans. Et donc on a supprimé parce que les épaisseurs n'étaient pas les bonnes, parce que l'âme n'était pas les bons, parce que la quincaillerie ou la construction n'était pas les bons. Si ça ne dure pas 100 ans, on les supprime des collections. Sauf que c'était les produits les plus accessibles en prix. Donc on a quelque chose à résoudre sur l'accessibilité prix de ces meubles durables. Il y a une autre chose sur laquelle on a renoncé, c'est quand même, donc on renonce à du chiffre d'affaires, on renonce à des marges aussi, parce qu'on va monter la qualité des produits, les upgrader, on ne va pas tout répercuter dans le prix de vente, donc ça c'est un sacrifice de marge. Mais c'est ce en quoi on croit, et on a les moyens de le faire, on choisit de le faire. Qu'est-ce qui est en cours maintenant qu'on sait distribuer du meuble qui dure 100 ans ? Eh bien en fait c'est notre job maintenant que de faire en sorte que le client ait conscience de la préciosité d'une planche de bois. Une planche de bois, c'est une captation carbone pendant 80 ans.
Donc ça, il faut qu'on arrive à le transmettre. C'est précieux, prends-en soin, transmets-le, répare-le, vends-le, cède-le, donne-le, mais jamais ne le détruis. C'est ça l'objectif. Et donc toute cette pédagogie-là qu'on est en train de mettre en place, on va aider le client à réparer, céder, donner, customiser, détourner via des tutos. Mais notre objectif aussi, c'est de mettre en place des services multilocaux, parce qu'une fois que le meuble est dans la région de Milan, de Stuttgart ou de Londres, eh ben, il ne faut pas qu'il bouge de là. Donc on se doit de mettre des services de réparation et de reprise pour faire circuler le meuble localement et prolonger sa durée de vie le plus possible. Qu'est-ce qui ne fut pas facile? Ce qui n'a pas été facile, on voulait engager une démarche d'entreprise à mission et de Bicorp. Pas du tout eu le temps. Bon. Et on voulait aussi vivre la forêt, s'associer à des forestiers, aller se balader avec les collaborateurs dans des forêts, protéger des forêts, aider les forestiers et s'acculturer aussi à ce monde très particulier. On n'a pas réussi non plus. Et on s'est rendu compte que tant qu'on était dans la direction de Benjamin qui pilote produit et RSE, ça marche en fait. Dès qu'on joue transversal, c'est beaucoup plus d'efforts. Qu'est-ce qu'on a devant nous? C'est se réinventer pour préparer l'après-demain. Donc on a un défi à relever, c'est l'accessibilité prix. Ces beaux produits aujourd'hui ne sont pas accessibles aux 25-35 ans, qui ont moins les moyens et qui déménagent beaucoup. Il nous faut trouver une solution. Est-ce que ce sera le paiement étalé? Est-ce que ce sera la location? Est-ce que ce sera la seconde main? Là, on a un axe de travail. Et on a un autre axe de travail, c'est de travailler jusqu'au bout cette circularité. Peut-être que dans 20 ou 30 ans, une planche de bois, ça sera hyper précieux, qu'on n'en prélèvera plus, que ce soit devenu un produit de luxe. Et donc nous, on doit imaginer demain peut-être une généralisation de ce qu'on fait aujourd'hui en mode pilote à l'atelier circulaire, c'est-à-dire démonter en planche et reconstruire. Peut-être que dans 20 ou 30 ans, on sera les spécialistes avec un réseau de 50 points en Europe pour collecter des meubles et des planches, les démonter et reconstruire. Et je pense que c'est ça, le recrafting, l'upcycling, la reconception de mobilier, parce qu'on ne pourra plus prélever dans le sous-sol ou dans la nature. Et demain, si on arrive à enclencher ça et à le préparer, je pense qu'on a vraiment un temps d'avance en s'inscrivant là-dessus. Sans la CEC, on se serait arrêté au deuxième slide, le slide premier de classe. Et donc aujourd'hui, la CEC nous a permis de nous envoler vers d'autres imaginaires, de quelque part faire exploser les limites mentales et de nous projeter dans quelque chose qui est bon pour la planète, mais qui très probablement aussi est bon pour la résilience de l'entreprise de demain et d'après-demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. Et ça a été une souffrance pour toi, tu aurais pu dire beaucoup plus de choses, tu as vraiment choisi la quintessence, on aura un temps d'échanger ensuite. Et en fait, on propose maintenant à Amélie une petite mise en perspective sur la partie du leadership. Il y a un lien très fort entre l'économie régénérative et le leadership régénératif. Et donc voilà, on a demandé à Amélie d'apporter son regard. Merci Eric. Et vous avez là deux beaux exemples avec Eric et Arnaud de leaders régénératifs qui incarnent ce qu'ils prônent. On dit walk the talk. Et c'est très inspirant. Peut-être vous donner quand même une définition du régénératif avant d'aller plus loin. Ce qu'on appelle régénération sociale, écologique, c'est le principe de mettre le vivant au cœur de tout. Au cœur de toute décision, au cœur de toute action. Une chose à avoir en tête, c'est ça. On met le vivant, la vie au cœur de tout. Ça veut dire soutenir et dynamiser la vie sous toutes ses formes, humaines et non humaines, végétales, animales et autres. C'est améliorer la capacité des écosystèmes à fournir les services écosystémiques dont ils sont intrinsèquement porteurs.
Par là, j'entends qu'on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser. La fleur, il suffit juste de lui donner les ressources dont elle a besoin, de l'eau, de l'air, le sol, les nutriments. Et elle pousse toute seule parce que c'est dans son ADN. Donc c'est ça, le principe de l'économie régénérative, c'est de fournir les conditions d'émergence au vivant pour développer son plein potentiel. Voilà. Et donc, pour transformer les entreprises vers ce principe du régénératif, ça nécessite une conviction de dirigeant, une volonté, et donc pour moi, ça nécessite une posture intérieure du dirigeant et de tous des managers et de tout individu, puisqu'on est tous leaders de notre propre écosystème. Et en tant que coach, moi je suis persuadée que la clé pour la bascule de la société passe par le changement intérieur des individus. Et j'ai pu le constater quand j'étais dans un petit groupe de 300 000 personnes, que l'enjeu n'est pas tant l'enjeu pour la transition n'est pas tant des solutions techniques, technologiques, qu'au fond un enjeu de transformation et un enjeu humain. Dans le développement durable, on voit bien que les entreprises sont focalisées sur comment on opère les changements, sur des projets, des modèles, des normes, des actions. Et peut-être au détriment de l'état intérieur des humains avec lesquels ils relationnent. Parce que ce sont ces humains-là qui vont décider et mettre en œuvre derrière. Et ça, pour moi, c'est l'angle mort qui explique l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. On a beau savoir, on a les rapports du GIEC, on sait l'urgence écologique, on a toutes ces données-là. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pour autant pas à faire cette bascule comme on devrait, au niveau sociétal, organisationnel et individuel, personnel? Parce qu'en fait, le changement est mis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve comment? Par l'ampleur et la complexité de la transformation à opérer. On peut se sentir impuissant face à l'ampleur et la complexité. Également mis à l'épreuve par nos comportements mentaux, nos habitudes, nos croyances, nos fonctionnements, nos héritages culturels et de société. Et mis à l'épreuve par nos peurs. Le changement fait peur. L'usage, l'habitude qu'on a, c'est problème, on va à la solution. On cherche une solution. Tout l'enjeu, c'est d'aller bifurquer ça. Problème, questionnement profond, et ensuite aller vers les solutions. Mais cette étape-là, de passer par le questionnement profond, elle est clé. Et d'ailleurs, en coaching, c'est l'art de se poser les bonnes questions. On peut philosopher là-dessus. Mais cette étape-là, prendre du temps pour ça, c'est essentiel. Et l'erreur pourrait être de continuer à croire qu'il suffit d'être sensibilisé, de savoir, de comprendre pour transformer. Ben non. Dans ce cas-là, les médecins qui sont les mieux informés des dommages de la cigarette sur le corps ne fumeraient pas. Ils sont les mieux placés, ils le savent. Qu'est-ce qui fait qu'on continue à fumer? Donc le savoir et la compréhension n'est pas suffisante pour changer les comportements et faire cette bascule. Pour déclencher cette prise de conscience d'une action juste. Et donc la bascule, ça demande 30 cm de passer de la tête au cœur. C'est ça l'élément clé. Et donc je vous ai donné la définition du régénératif. Et donc maintenant, le leadership régénératif, qu'est-ce que c'est? Un leader régénératif va favoriser la vie en lui, autour de lui, et au sein de l'écosystème dans lequel il œuvre. Écosystème humain, non humain, ça intègre toutes les parties prenantes, les salariés, sa famille, les communautés, les territoires dans lesquels il opère. J'ai envie de vous donner 4 missions, pour moi, de ce qu'est le leader régénératif. C'est d'abord incarner, et on le voit avec Eric et Arnaud, incarner une démarche ambitieuse. Parce qu'on a vu qu'il ne suffit pas juste de réduire l'empreinte environnementale. Non, c'est des questions de renoncement, des questions difficiles. Et donc une démarche ambitieuse, authentique. Deuxième mission, c'est d'embarquer l'équipe, l'organisation, de créer les conditions d'émergence, les conditions favorables à cette émergence du vivant, partout. Et ce n'est pas que l'environnement, le vivant, c'est les liens aussi qu'on a entre nous.
Troisième mission, maintenir un cap malgré les incertitudes. Comme l'a dit Arnaud, on n'est pas encore sur le régénératif. C'est une voie, c'est un chemin, c'est une direction vers laquelle aller. Mais aujourd'hui, pas d'entreprise peut se dire « je suis 100% régénératif ». Non. Et la quatrième mission, c'est de maximiser l'impact systémique du régénératif sur l'ensemble de l'écosystème élargi. Pas juste les parties prenantes directes, mais penser parties prenantes indirectes également, de mes parties prenantes. Et alors, comment faire ça ? C'est en changeant son niveau de conscience. Prendre conscience que les enjeux que nous a présentés Eric en début de conférence ne sont pas que des enjeux écologiques. Ce n'est pas qu'une crise écologique, c'est une crise systémique, une crise de démocratie, une crise du politique, une crise économique, financière, une crise au fond de sens de notre déconnexion au vivant. Tout l'enjeu, ça va être de réparer, de réduire cette séparation qu'on a entre l'humain et la nature, entre les humains entre eux, et puis entre l'humain avec lui-même, reconnecté au sens et à la conscience, et peut-être à une sensibilité, une spiritualité dans laquelle notre culture nous a peut-être déconnectés. Donc c'est remettre de la vie, du lien dans tout, régénérer les écosystèmes, les territoires, et ça passe par se régénérer soi-même, évidemment. Et comment ? C'est déjà se poser la question, est-ce que je suis à ma place, là où je suis ? Est-ce que je suis à ma juste place ? Est-ce que je fais ce pourquoi je suis fait ? Est-ce que c'est ça ma mission ? Pourquoi j'existe ? C'est de revenir à un rythme biologique. On a des modes de vie dans un rythme totalement effréné qui sont à l'encontre des principes du vivant. Ça passe par remettre des rituels, tête, corps, cœur, comme on peut faire, remettre un peu de sacré dans ce qu'on fait. Tu parlais de l'importance de cette planche de bois. Ce n'est pas juste un objet de consommation, c'est du bois, ça a été un être vivant. Et puis remplacer nos croyances money first pour ouvrir à de nouveaux imaginaires, à d'autres champs de possibles qui permettent des innovations. Et puis, comme vous l'avez fait tout à l'heure, ouvrir son cœur aux personnes, aux écosystèmes. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de faire tout ça ? Probablement la prévalence du faire. On est dans le faire, alors qu'on est des êtres humains. Donc, remettre de la présence à soi-même, présence aux autres, présence au monde. Sortir de ce conditionnement de la performance. Il faut être performant dans tout, même dans nos vies personnelles. Et puis, cette notion du rythme. Revenir au rythme biologique, c'est accepter le temps long. Là, on prend le temps. Revenir au rythme du vivant. Et puis, on a aussi peut-être pris des habitudes de refouler nos émotions. C'est un gros mot, les émotions en entreprise. On n'en parle pas. On se coupe de nos ressentis. On porte des masques. Et si on s'autorisait à remettre ça, à remettre du sensible, à vivre pleinement qui on est, et au fond, c'est ça, c'est cette cohérence et cet engagement qui inspire et qui montre la voie, comme nous le montrent Arnaud et Eric. Et pour moi, être entier, c'est les 4 dimensions. C'est à la fois l'intelligence rationnelle du mental, qui nous aide énormément, qui a peut-être pris trop de place, pour remettre aussi l'intelligence du corps à sa juste place, l'intelligence émotionnelle et sociale, cette ouverture du cœur, c'est l'amour, un autre énorme gros mot en entreprise. Ceci dit, j'ai entendu des beaux mots tout à l'heure quand on a visité l'atelier Tikamoun. Les mots de passion, les mots de... Oui, j'ai entendu ça, donc c'est très bon signe. Et la dernière, c'est l'intelligence de l'esprit, de la conscience, contribuer à plus grand que soi. Et tout ça, on peut y connecter en étant dans l'entreprise. Et Arnaud a dit à un moment... la beauté réside dans le chemin plutôt que dans le but et le projet à atteindre et cet objectif. Non, la beauté réside dans le chemin et donc comment on le vit ensemble. Tout ce parcours d'aller vers le régénératif, c'est aussi ça, la beauté. Donc voilà, le leadership régénératif. Merci. Merci beaucoup. Alors nous aussi, c'est un peu yin-yang.
Là maintenant, juste 3 derniers slides, parce qu'on veut vraiment avoir un temps d'échange avec vous, sur finalement quelle perspective pour l'économie régénérative. Est-ce qu'on est un peu fou là à vous parler de ça et dans 3 ans, ça sera une nouvelle mode qui sera passée? Ou est-ce que ça peut s'ancrer et vraiment faire une différence? Est-ce qu'on vit un moment charnière dans l'histoire du monde économique? Nous, là, je vous présente humblement ce qu'on essaye de faire, nous, la CEC, pour faire résonner le mouvement de plus en plus fort. Et puis après, il y aura une toute dernière image, et puis on sera dans un moment d'échange. Là, alors, c'est un peu notre slide stratégique. Nous aussi, c'est le cap qu'on s'est donné. Simplement pour vous voyez ce qu'on a, les fers qu'on met au feu pour essayer de diffuser, d'essaimer en fait le régénératif. On a nos alumni, donc ceux qui ont déjà fait un parcours CEC. Nous, on les appelle nos éclaireurs, nos porte-drapeaux. Voilà, tu as un éclaireur, un porte-drapeau, on compte sur toi. Et donc, voilà, on en a 300 déjà, on va avoir plus de 1000 à la fin 2023. Donc, on se dit 1000 en France, c'est déjà un début pour faire résonner de plus en plus fort. Ensuite, c'est CEC sur les territoires. Et c'est vrai qu'ici, on est ancré dans les Hauts-de-France. On veut que ces parcours, ces dirigeants soient des locomotives du changement dans leur territoire, qui créent de la résilience pour demain. Et donc là, on a le plaisir d'annoncer une CEC des Hauts-de-France. Donc on a mis un cœur spécial. On aime cette région. Pour le début de l'année prochaine, s'il y a des dirigeants d'entreprises dans la salle, vous êtes bienvenus pour vous lancer dans le mouvement. Voilà, on va couvrir le territoire. Et puis donc ces CEC thématiques, je vous ai parlé de celle du consulting, celle du monde financier qui est majeure. Et une autre aussi qu'on nous a beaucoup demandé, c'est la CEC des nouveaux imaginaires. Donc on va mettre ensemble les décisionnaires du monde de la pub, de la com, les médias, tous ceux qui produisent et diffusent des nouveaux imaginaires pour donner envie d'aller dans ce monde de demain. Donc voilà, ça c'est ce qu'on est en train de préparer. Et puis on nous a aussi demandé, on nous a contacté de pas mal de pays, de lancer ce même mouvement à l'international. Donc on est en train de préparer en fait ce déploiement dans 5 pays pour que ça puisse s'étendre au-delà de nos frontières. Alors moi on me demande souvent, finalement en 2025, la CEC où on aura réussi, on sera en train de réussir si. Donc je vois juste 4 choses. Premier, c'est, on n'en a pas parlé, mais dans la théorie de l'économie, une grosse différence, c'est d'envisager de faire ensemble des communs. C'est-à-dire des entreprises qui se groupent et qui partagent en commun, qui vont prendre soin de communs. Et donc, on a, par exemple, les consultants qui vont mettre en commun des cas pratiques d'entreprise pour qu'on ait plein d'autres exemples inspirants comme Tikamoon, secteur par secteur. Et des dirigeants aussi qui soient médiatiques. Ça, c'est un commun qu'on va avoir pour essayer de convaincre dans notre pays. Le deuxième point, c'est ce que moi j'appelle l'union sacrée. C'est qu'en fait, il y a plein de mouvements dans la transition. Alors, on parlait de la fresque du climat, le mouvement Impact France. Il y a, dans le régénératif aussi, il y a plein de chapelles en fait, sur ce domaine qui est émergent. Et en fait, il faut qu'on soit tous ensemble. Qu'on tisse des liens et qu'on fasse une union sacrée avec tous les écosystèmes. Ensuite, on a un enjeu hyper important, c'est le monde académique. Donc, on sait qu'ici, il y a beaucoup d'écoles de management, d'ingénieurs, et on a eu pas mal de contacts, mais le monde académique met du temps pour bouger. Les profs, ils ont une certaine manière d'enseigner. Donc, on a tout un projet pour essayer d'insuffler un peu ce nouveau regard sur l'économie dans le monde académique. Et puis, le dernier point, on en parle ensemble. Toucher ensemble les imaginaires. C'est quoi l'imaginaire de succès? Un dirigeant aura réussi s'il accumule le plus de profit possible ou s'il a un projet comme Tikamoon qui emmène tous ses employés vers la recherche de sens et vers une contribution au bien commun. Donc ça, cette réconciliation vers le grand public du monde de l'entreprise pour montrer quelles sont là les solutions et un nouveau regard, on aimerait qu'on puisse toucher le grand public d'ici 2 ans. Et donc, s'il y a une image peut-être que vous pouvez retenir, on vous laisse avec ça, c'est aller de l'ego, où on s'est senti finalement un peu en haut de la pyramide, à l'éco, où on fait partie finalement d'un grand tout, et on revient à notre juste place. On vous laisse avec ça. Et pour passer aux questions-réponses, deuxième temps expérientiel pour vous. On va se prendre le luxe de prendre 1 minute
Je vais vous demander de ressentir comment c'est là en vous, dans votre corps, ou en termes d'émotion. Quelques secondes pour vous, avec vous-même, par rapport aux propos que vous avez entendus jusqu'à maintenant, et avant d'aller poser les questions. Là, comment c'est en vous, qu'est-ce que vous ressentez? Un instant pour soi. Et si c'est OK pour vous, on va se prendre le luxe pendant une toute petite minute de partager en une phrase avec son voisin, sa voisine. Vous pouvez être à 2 ou à 3 s'il y a des gens qui sont tout seuls. Une phrase que vous avez envie de partager avec votre voisin, votre voisine, par rapport à ce que vous avez entendu. Ça peut être quelque chose qui vous a marqué, ça peut être comment vous vous sentez, ça peut être un élan, une envie. Voilà, une phrase que vous retenez maintenant, cet instant. Je vous laisse terminer vos phrases. Terminez tranquillement vos échanges. Oui, bonjour. On est arrivé à une conclusion tous les deux en discutant, c'est qu'on voit très bien le régénératif dans les entreprises qui travaillent le bois. On le voit beaucoup moins dans une entreprise que vous avez citée, qui est Renault Trucks, par exemple. Comment une entreprise comme Renault Trucks, demain, peut envisager de devenir régénérative? Je vais y arriver aussi. Peut-être, ça c'est une question que les journalistes en général posent très rapidement. Et en fait, il y a, on va dire peut-être 3 catégories d'entreprises. Les entreprises qui sont connectées au vivant, comme là une matière première qui est, ou évidemment dans l'agroalimentaire, on a une reconnexion. Donc on peut imaginer de repenser toute la chaîne de valeur et envisager la régénération. On en est très loin, hein, mais on peut comprendre. Ensuite, on a une catégorie, on va les appeler finalement Renault Trucks. Nous, on a dans la CEC des entreprises dans la métallurgie. On a Renault Trucks, on a plein d'entreprises de production qui ont un challenge. Et donc, je vais y revenir parce que c'est ce qu'on appelle aussi le minimum incompressible. Il y a quand même une consommation de matière et d'énergie pour produire ce qu'ils doivent produire. Et on a besoin de camions pour la logistique, pour pouvoir se nourrir et que ce soit livré dans les magasins où on va s'approvisionner. Et puis, il y a toutes les entreprises, c'est énorme dans notre économie de services, où là, la reconnexion au vivant peut se jouer, mais il y a un enjeu vraiment sur l'humain. Et on a des très belles feuilles de route dans la CEC. Alors tout est public, hein. On est une association d'intérêt général, donc tout ce qu'on vous a présenté, la feuille de route de Renault Trucks par exemple, est sur notre site. Il y a 150 feuilles de route sur notre site en libre accès et vous pouvez voir avec l'humilité de ce que les dirigeants ont posé. Mais dans les services informatiques par exemple, qui est un gros employeur en France, il y a des très belles feuilles de route de reconnexion au vivant et de limitation d'impact. Donc sur les entreprises très industrielles, effectivement, il faut arriver à un minimum incompressible. Et après, il faut trouver des compensations dans les écosystèmes, aller faire des alliances avec ceux qui sont connectés au vivant pour ensemble arriver à trouver la régénération. C'est pour ça qu'en fait, c'est assez... peut-être que entreprise régénérative, pour certaines, c'est une ambition trop haute. En revanche, économie régénérative, il y a quelques pays, des pays nordiques, le Costa Rica dont on parle, qui peuvent être vus comme en route vers être une économie régénérative.
Donc voilà, et aussi les pouvoirs publics. Il y a énormément de décisions, d'investissements qui sont faits par les pouvoirs publics. Nous, on travaille beaucoup avec les ministères, notamment celui de la fonction publique, parce que là, il y a des prises de décision majeures qui ont des impacts aussi majeurs sur le carbone, mais aussi sur les autres aspects. Donc voilà, la réponse, elle est là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que la feuille de route de Renault Trucks, elle est très très belle. Vous pouvez aller la voir. On met souvent face aux politiques et les journalistes. Il y a par exemple aussi renoncer au volume. Il a dit, le PDG de Renault Trucks, nous voulons vendre moins de camions. Bon, il s'est retrouvé à la une d'un journal, il a eu peur de perdre son job. Il est toujours là. Il passe beaucoup aussi sur la livraison de derniers kilomètres avec des vélos électriques. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent aussi gagner de l'argent sur des nouveaux segments qui sont bien moins durs sur le carbone. Voilà. Est-ce que tu as un complément par rapport à ça? Mais voilà, 3 types d'entreprises. Et c'est vrai qu'il faut imaginer au niveau systémique pour trouver la recette de l'économie régénérative. Et du coup, moi, ma question est un petit peu en rapport avec celle de monsieur. Sur le plan concret, par exemple, si une entreprise, justement, veut participer au CEC, mais que, par exemple, ils n'ont aucune idée de comment faire pour avoir des valeurs régénératives, est-ce que, justement, ces conférences, il y a de l'apport de connaissances écologiques ou des choses comme ça qui peuvent justement aider ces entreprises? Je pense beaucoup, j'ai eu la même idée, on pense beaucoup aux compagnies pétrolières et des usines de métallurgie, etc. Donc c'est un petit peu compliqué, je pense. Non, mais là, en fait, je pense qu'on est tous arrivés à la CEC, on ne savait pas trop bien ce que c'était l'économie régénératrice, en fait. Et c'est tout le parcours qui nous accompagne et il y a beaucoup de formations, d'apports par des grands spécialistes, d'abord pour prendre conscience de ce qui se passe, et ensuite donner les outils avec une méthodologie qui accompagne pour dessiner le chemin. Donc, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter de ça. Et sur la question de l'entreprise régénératrice, finalement, c'est une cible, quoi. C'est une cible, ça change la façon de raisonner, ça permet d'interroger les dépendances, d'interroger les business models, ça ouvre la réflexion. Mais oui, je pense que tout le monde ne peut pas y arriver. Il y a des métiers dont on a besoin et qui vont être régénératifs par coopération. Alors moi, je connais très bien Michelin, parce que j'ai travaillé plus de 20 ans. Et je suis parti de Michelin aussi parce que je jugeais qu'on était chez Michelin très loin de faire le maximum. Donc en fait, la méthodo qu'on a, l'objectif, c'est de pousser les curseurs de l'envie au maximum et de donner les outils. Alors, il y a un travail un peu technique sur les modèles d'affaires, sur le CO2. C'est technique, mais bon, les dirigeants d'entreprise, ils sont prêts à s'outiller à ce niveau-là. Et donc, voilà, l'envie, l'engagement, le collectif et avoir cette méthodologie pour pousser au maximum. Et c'est vrai que chez Michelin, je sais que ça bouge. J'ai encore plein de copains qui sont là-bas, mais unanimement, on sait qu'on ne fait pas le maximum dans ce grand groupe qui fait 25 milliards de chiffre d'affaires, 130 000 collaborateurs et qui est son leader de son secteur. Donc, moi, mon rêve, c'est quand même que le comité exécutif de Michelin se mette dans un parcours comme ça et se pose sur chaque sujet quel est le maximum qu'on peut faire. Et ça voudra dire renoncer à certaines ventes, comme tu l'as fait, renoncer à certaines marges, réenvisager aussi le service aux clients. Sur la mobilité et à chaque fois se dire est-ce que je peux faire plus, est-ce que je peux faire plus. Donc c'est vraiment aussi une approche, un changement de regard sur qu'est-ce qu'une entreprise et après une ambition en se disant pour l'instant les courbes ne s'inversent pas. On fait des COP tous les ans et COP après COP et les courbes elles continuent de monter. Donc tant qu'on ne démontre pas qu'on fait baisser les courbes et qu'on reconstitue la nature, en fait, il faut donner plus, il faut s'engager plus, renoncer plus. Et donc, c'est cette approche-là qui fonctionne pour toutes les entreprises. Et si Total veut venir dans la CEC, moi j'ai toujours dit, tout le monde est bienvenu dans la CEC, il n'y a pas de jugement, il n'y a aucun jugement. En revanche, il faut donner le meilleur de soi-même. C'est ça, Total n'y est pas encore, enfin en tout cas il n'est pas venu pour l'instant, mais il y a le groupe Picotti qui était à la première convention. Picotti, vous connaissez sous la marque Avia, les stations-service Avia. Et donc, typiquement, la directrice transformation et développement durable
de ce groupe qui est sur quand même le pétrole dit bah oui, c'est un long chemin que de faire cette transformation culturelle dans l'entreprise où historiquement les commerciaux et les personnes sur le terrain ont du fuel qui leur coule dans leurs veines. L'entreprise est comme ça, et donc elle a un plan de transformation, de décarbonation et derrière de transformation des activités qui sont activités pétrolières. Mais tout d'abord, merci beaucoup à vous 3, 4 pour cette présentation. La question est un peu hors sujet peut-être, parce qu'on était sur le temps de respiration et de ressenti. Donc on s'est interrogé sur notre ligne. Et donc ce qui est sorti, c'est l'enthousiasme et des nouvelles idées, la perplexité et pour ma part, enfin un peu plus de confiance en l'entreprise, moi qui ne suis pas chef d'entreprise. Du coup, voilà, je vous adresse un merci de vous emparer de cette question très, très, très importante depuis hyper longtemps en fait. Donc voilà, c'est pas une question. Et merci pour le partage de ressenti. Oui, monsieur. Oui, on avait un deuxième élément dans notre réflexion, c'était de se dire, on a eu un flash, enfin moi j'ai eu un nom qui m'est venu en écoutant vos explications, qui est celui de Patagonia. Et je me suis dit, ok, Patagonia, ils ont le carnet de notes du premier de classe. Est-ce que si intellectuellement, parce qu'on n'a pas les dirigeants de Patagonia, on n'a pas les éléments en main, on peut regarder le différentiel entre la communication, la proposition de valeur qui est vous achetez quelque chose, ça va durer très très longtemps. Est-ce qu'à votre sens, en premier examen, il serait dans le cheminement que vous venez de nous décrire? Alors, ouais, c'est une super question. Vas-y Arnaud, et je compléterai. Merci pour ta question, François, et merci pour ta référence à Patagonia. Patagonia, pour nous, c'est un modèle. Nous, ça a toujours été un phare. Notre rêve, c'est de devenir le Patagonia du meuble, en fait. Et je trouve que Patagonia, par la réinjection en fondation actionnaire, par ce qu'ils font en commerce équitable dans les pays, même s'ils sourcent en Asie, ils sont en commerce équitable, leur engagement militant. Donc, je pense que c'est l'un des plus beaux exemples, en fait. Et puis la parole d'Yvon Chouinard aussi, qui porte beaucoup. Voilà. Pardon, Eric, c'était mon cri du cœur. Ouais, c'est vrai que on est très très sensible au greenwashing dans la CEC et Patagonia, c'est une icône. Quand même, le signal qui a été posé de dire que cette entreprise, avec la fondation actionnaire, va être cédée en fait à la planète Terre, hein, c'est ça qui était pour les générations futures. C'est vrai que c'était aussi un très beau signal. Mais on a une entreprise, une très belle entreprise régénérative qui est pas loin d'ici, qui s'appelle Pocheco. Vous en avez sans doute entendu parler. Et quand on fait le décryptage, on a fait en détail de tout ce qui se passe chez Pocheco, sur comment ils font leur sourcing, sur le site même de l'usine, récupération des eaux de pluie, la bambouseraie pour les produits chimiques, c'est un corridor de biodiversité, le bilan carbone qu'ils ont fait, donc ils sont en négatif sur le bilan carbone, et même comment ils envisagent, comment ils essaient d'expliquer à d'autres entreprises ce qu'ils ont fait. C'est 15 ans de travail. Lui-même, Emmanuel, le DG, explique que ça a été 12 millions d'investissements, mais qu'ils ont économisé 20 millions en fait, sur toutes ces années et qu'ils ont créé une entreprise beaucoup plus résiliente parce qu'il y a aussi des moments difficiles et on sent aussi beaucoup de joie et de fierté dans cette entreprise. Donc c'est en France, il faut se le dire, c'est un des exemples d'une entreprise, là pour le coup, dont on sait avec les chiffres qu'elle est régénérative. Donc voilà, on a notre Patagonie en France et je pense bientôt Tikamoon. Bonsoir, merci beaucoup pour toute cette présentation et les moments expérientiels. Moi, j'ai une question justement, comment éviter le regenerative washing? Parce que c'est vrai que depuis, on va dire l'après-Covid, ça a été l'épidémie, en fait, en gros, du régénératif. On l'a à toutes les sauces. Et plein de gens voilà, l'utilisent à tort, à travers,
sans base, sans fondement, sans comment dire, démarche authentique. Alors comment on va faire pour pas que ça devienne le RSE ou le développement durable d'aujourd'hui? Ok, alors là, je prends la question parce que c'est peut-être celle qui m'empêche de dormir. On a lancé, alors nous, la CEC, on participe beaucoup à l'expansion du terme régénératif, de la régénération. On communique beaucoup là-dessus. On l'a fait aussi au ministre, hein, l'économie régénérative. Donc on participe de ce mouvement d'un terme qui est en train de venir dans l'air du temps. C'est très chouette de participer à l'air du temps. Et personnellement, c'est une intuition assez forte que j'ai depuis 2 ans, que j'ai découvert l'économie régénérative. C'était à Lille, à Euratech, avec une présentation d'une personne qui est un peu le pape de l'économie régénérative et qui nous a vraiment tous donné envie d'aller vers ce qu'on vous a présenté ce soir. Donc ce terme est émergent et ce terme, effectivement, est en train de se faire approprier, dévoyer, on peut le dire, par certaines entreprises de l'agroalimentaire qui parlent d'agriculture régénérative alors que ce n'est pas du tout démontré, ou certaines marques de luxe, qu'on ne va pas citer ici, on ne va pas faire du shaming, qui se disent régénératives parce qu'elles ont fait un petit truc sur le cuir d'un petit composant et qui vont mettre ce terme à toutes les sauces. Donc il y a 6 mois, on s'est dit qu'il y avait un grand danger de régénérative washing, en fait. Donc on a lancé un mouvement, pour l'instant on n'a pas communiqué, on est en train de préparer un plan de communication, mais on voulait communiquer quand on avait du tangible, avec 15 instituts de recherche académiques, en fait les 15 en France les plus avancés sur ce sujet. Et on s'est réunis pour se dire qu'est-ce qu'on veut faire ensemble pour protéger le mot régénératif, qui ne soit pas vidé de son sens, et pour donner des définitions, un cadre, des exemples, pour dire voilà, ça c'en est, mais ça c'en est pas, avoir quelque chose d'opposable. Donc on a commencé à travailler là-dessus, et il y a eu, il y a 2 semaines, la tribune dans Le Monde, de la part d'une autre personne, un cabinet qui s'appelle Utopie, qui est très en avance aussi sur ces sujets, et qui a fait une grande alerte sur ça. Bon, elle ne nous a pas consulté, cette personne, donc c'est vrai qu'on l'a pris un peu de plein fouet. Et ce qu'on a fait, c'est que, c'était la semaine dernière, elle est venue en fait dans notre cercle, et donc on est en train d'agrandir ce cercle de tous les mouvements, les cabinets et de recherche aussi, et pour produire assez vite donc des définitions, des exemples, aussi de ce que ce n'est pas. Et on lance des projets de recherche aussi, notamment, pas que, mais avec HEC, avec des profs qui sont en train de travailler dessus. Donc c'est pour ça que je disais le lien avec l'académique. Donc voilà, on va faire un gros travail de définition et de cadrage. Mais complètement d'accord, c'est aujourd'hui un risque sur cette émergence. Je voulais, moi, pour ma part, faire 2 remarques. Alors, avant tout, juste dire que je suis très fier de faire partie d'une entreprise qui est membre de la CEC Consulting, et on a une feuille de route à rendre très bientôt pour 2030. C'est vraiment une vraie fierté parce qu'on en parle beaucoup. Juste 2 remarques. La première, c'est toute l'importance, j'ai vu que vous avez une CEC sur les futurs imaginaires. Tout simplement parce qu'on a tous des codes, on nous a mis des codes dans la tête. Certains codes, quand j'avais 15 ans, heureusement, ne sont plus valables. Voilà, j'en ai un peu plus de 50 aujourd'hui. Et donc, je pense que ça a une importance, c'est extrêmement important parce qu'ils vont pouvoir changer les normes de ce qui est bien, de ce qui est moins bien. Voilà, donc je pense que vraiment il y a un rôle très important. Et le deuxième, juste, ça paraît peut-être un peu évident, mais en plus de tout ce travail qui est fait par les entreprises, juste rappeler qu'on a tous, chacun, le pouvoir de ne pas consommer, de bien acheter correctement. Et donc ça vient en plus de tout ce travail-là. Et donc si on peut avoir certaines frustrations, peut-être parce que ça ne va pas assez vite, on peut en tout cas faire sa partie parce qu'on a le pouvoir. Voilà, c'est tout. Ça me semble toujours important de le rappeler. Merci beaucoup pour le témoignage. Merci. Moi, ça rejoint un peu à ce qui a été dit là à l'instant. On a beaucoup parlé dans l'économie régénérative de la place de l'entreprise, mais il y a aussi le consommateur, donc nous tous. Est-ce que la mesure la plus incitative, ça ne serait pas aussi de consommer moins, et la place de la politique là-dedans aussi, ou globalement,
le critère aujourd'hui de croissance, c'est le PIB. Est-ce que ça ne serait pas aussi un sujet et quelque chose à revoir là-dessus, justement, pour nous inciter à consommer différemment et consommer moins et revoir le modèle de l'entreprise, quoi. Voilà, je pense que tous les trois, on peut répondre là-dessus. Je pense qu'on aura tous les trois des choses à dire. Alors, oui, un rebond sur vous deux. C'est aussi pour ça qu'on est là. Hein. C'est chacun a sa part. Chacun doit prendre sa part au maximum. Moi, j'avais 2 ans. Je me suis dit, ça va être un sabbatique un peu tranquille. Et j'avais rien fait avant. Hein. J'étais pas dans l'associatif. Et je me suis dit, là, je sais faire, peut-être fédérer, lancer des idées. J'ai dit, bah, pendant 2 ans, je vais tout donner. On va voir ce que ça. Mais il y a urgence. Et donc, c'était la part que je pouvais faire. Je pense que tous ici, on doit faire notre part au maximum. C'est ce qu'on doit aux générations futures. Et effectivement, l'acte de consommation est hyper important, qui peut être un acte de déconsommation aussi, et de faire durer les choses plus longtemps, recycler, et avoir cette conscience quand on achète quelque chose, quand on jette quelque chose. Après, moi, j'ai une théorie du changement. En fait, on parle beaucoup de ça maintenant, ce qu'on appelle le triangle de l'inaction, qui est effectivement dans le triangle dans une société qui sont les consommateurs, les citoyens consommateurs, c'est un côté, la force politique et les entreprises, le monde économique. Et ça, c'est un triangle qui est bloqué depuis 30 ou 40 ans, parce qu'en fait, chacun des côtés du triangle dit ah ben, c'est les autres qui doivent bouger d'abord. Donc le typique, c'est par exemple le MEDEF, hein, qui a beaucoup dit ça, les entreprises qui ont dit bah oui, mais nous, on sert les besoins des consommateurs. Donc tant que les besoins des consommateurs ne changent pas, finalement, nous, on va continuer à faire nos produits. On a le politique qui dit nous, on attend de voir ce que les entreprises vont faire et après, on va légiférer ou normer par rapport au mouvement des entreprises. Et en fait, tout le monde attend que les autres bougent et on est dans un triangle où il n'y a pas d'effet d'entraînement. Personnellement, je ne crois pas que, vu l'état d'urgence, les consommateurs vont avoir la force, un mouvement, une dynamique suffisamment forte. Pour changer les comportements, les imaginaires, c'est 1 ou 2 générations. Donc on le voit sur le bio, sur la nourriture, il y a des choses qui bougent, sur le déplacement. On se déplace un petit peu moins, mais c'est infinitésimal. Donc ça va tout doucement. Donc on ne peut pas attendre que ça vienne des consommateurs. Franchement, le politique, pour découvrir le monde politique depuis 2 ou 3 ans, on va dire, ce n'est pas l'endroit où il y a le plus de courage pour aller tenter des choses, proposer des choses qui ne sont pas dans l'air du temps. Et toutes les dernières campagnes électorales ont été faites sur le pouvoir d'achat, donc le pouvoir de consommer. C'est vraiment le logiciel, le PIB. Bon, quand on est à Bercy, c'est sûr que c'est très très dur d'essayer de déplacer le débat sur autre chose. Donc ce logiciel est très ancré. Et il y a beaucoup de corporatisme aussi dans le monde politique. Donc il reste les entreprises. Et c'est pour ça que là, tous, on est en situation, dans la zone où on peut donner une impulsion hyper forte. Et quand on voit ce qui s'est passé en France depuis 2-3 ans, des observateurs comme la Fondation européenne du climat, qui est basée à Bruxelles, mais qui est la plus grosse fondation sur le climat en Europe, dit il se passe quelque chose en France. Il y a le Shift Project, la fresque du climat, la CEC. Il y a vraiment un terreau et en France, il y a une impulsion. Donc voilà, peut-être que c'est de la France que va émerger un nouveau modèle d'entreprise. C'est notre espoir. Alors bonjour et merci pour la conférence. J'avais une question pour Arnaud. J'aurais voulu savoir spécifiquement comment s'est déroulée votre prise de conscience. Comment est-ce que vous avez eu ce shift? Et aussi, comment pensez-vous qu'un chef d'entreprise un peu plus sceptique par rapport à ces sujets pourrait switcher lui aussi, avoir aussi une telle prise de conscience? Moi, ça fait depuis que j'ai grandi dans un village, je me baladais dans la nature. Après, j'ai eu ma période intellectuelle, en fait, de la chose, où j'ai lu beaucoup là-dessus quand j'avais une vingtaine d'années. Donc, j'ai toujours été conscient et sensible, avec Michel Serres, avec Edgar Morin, à tout ça. Et donc, il y a eu quelque chose qui s'est percuté
il y a 10 ans, parce que j'étais encore dans un mode de toute façon, si le politique ne bouge pas, on ne fera rien. Et donc j'étais dans un peu pas le mépris, mais je regardais de haut un peu les actions individuelles. Ça nous évalue quelques échanges familiaux. Et puis, donc c'était une erreur, hein. Et puis en même temps, j'avais une pensée systémique qui me bloquait en fait. Et à un moment donné, il faut se mettre dans l'action, il faut agir. Je suis content de travailler dans cette entreprise parce que on manipule du produit vivant et du produit bois. Il y a l'arrivée de notre directeur RSE et produit il y a 3 ans qui a vraiment débloqué les choses parce que lui est arrivé avec ce regard latéral qui dit mais Arnaud, c'est bien ce qu'on fait. On a le droit de parler. Et donc ça a débloqué les choses. En même temps, il y a eu le greenwashing qui nous a percutés. Et puis dans la famille, on a aussi beaucoup bougé avec le végétarisme. Donc tout s'est cristallisé un peu il y a 2-3 ans sur un terreau fertile mais pas actif. Un grand merci. Peut-être un complément. On a un tout petit dernier message pour vous. Vas-y. Oui, c'est ça. Peut-être en quelques mots à la volée, est-ce que vous auriez envie de nous dire, là, pour votre dernière participation, en mots-clés, à la volée, qu'est-ce que vous avez envie de dire, là, de ce que vous ressentez, de où vous en êtes? Des mots-clés que vous avez captés. Vivant. Protéger le vivant. Courage. Colibri. Le cœur. Oui, de l'ego à l'écho. Temps de se réveiller. Oui, plus de spiritualité. Confiance. Sentiment de paix. On parlait des 25 ans, il faudrait les intégrer en fait, parce qu'ils ont la conscience et ils ont probablement beaucoup de solutions. Les jeunes. Les jeunes de 25 ans. Incarnation. Défi. Collectif. Réflexion. Action. Merci. Espoir. Ouais. Merci d'avoir participé, pour ces mots. Et on vous propose aussi de vous poser ces questions. Quelles sont les pépites avec lesquelles vous repartez? Et quel élan ça vous donne pour la suite? Quelles idées? Voilà la question que nous, on vous pose pour vous. Et merci.